quand le pouvoir n'y arrivait pas, la bonne façon qu'il trouvait, c'était de les distraire. Le panem et circenses romain, mais plus généralement, l'idée à tout prix de faire penser les gens à autre chose que la mort, la distraction. On retrouve au XVIIe siècle merveilleusement théorisé par Blaise Pascal et un peu partout dans toutes les civilisations. Et les médias, vous voyez que les choses se mêlent, sont très vite non seulement une façon d'informer, mais une façon de distraire au sens de faire penser à autre chose qu'à la mort. Avec parfois des raisons honorables, très honorables, puisque distraire, c'est fournir le spectacle émerveillant d'œuvres d'art, de romans, de films, de musique, qui permet en effet de se distraire, de ne pas penser à la mort, mais aussi de s'élever, d'aller plus loin vers la beauté et le dépassement de l'être humain. Ça, c'est une première tendance, une première grande constante. La deuxième grande constante, c'est que, toujours en relation avec la peur de la mort, l'être humain, hein, la personne humaine, a toujours recherché à faire la même chose avec moins d'efforts et mieux. Et il a toujours recherché à le faire et à trouver que la solution pour le faire, c'était de remplacer une activité naturelle par une activité artificielle, un artefact. Le premier artefact, sans doute le premier, ou presque, c'est le levier, hein, ce qui me donne un moyen plus puissant de soulever les choses, qui est un artefact du bras. Mais depuis le levier, qui est le premier, et puis beaucoup d'autres qui sont apparus à ce moment-là, la roue, etc., on est allé très très loin dans le développement d'artefacts. Il y a eu pour tout, pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la production de textiles, la production de journaux, la production de tas de choses. Et cette artificialisation qui est réducteur de peine et augmentation des moyens, ça s'accompagne d'une artificialisation générale des choses. L'artificialisation de la nature, l'artificialisation des sols. Au lieu de faire de la cueillette, on fait de l'agriculture, qui est déjà une grande mutation vers l'artefact, puisque les plantes ne sont plus naturelles, elles sont voulues, donc il y a artefact. Et puis il y a des prolongations dans l'artefact, dans toutes les formes de machines qu'on s'est données. Puis il y a d'autres artefacts qui sont arrivés progressivement, qui sont des artefacts humains, plus précis encore, avec les prothèses qui commencent à venir, avec l'ensemble de l'industrie médicale qui se développe, et même des artefacts dans la façon de penser la nature humaine, puisque qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un être naturel qui naît par le hasard d'une rencontre amoureuse entre deux personnes, mais qui n'est plus cela seulement, puisque très vite dans l'histoire humaine, on a voulu que la naissance soit volontaire. Et dès qu'il y a acte de volonté, il y a une certaine forme d'artificialisation. Donc, on peut dire, pour employer une expression un peu sommaire et très rapide, que dès le coitus interruptus, il y a artificialisation. Il y a artificialisation de la vie humaine, puisqu'il y a décision volontaire de donner naissance ou pas donner naissance. Et puis naturellement, ce processus a continué avec beaucoup de choses qui sont libératrices de l'être humain, de ses contraintes de la nature, et l'artificialisation est évidemment une grande forme de la conquête de la liberté. Liberté contre la douleur, contre la peine, contre le refus de la volonté. Avec présent dans l'esprit, volontairement ou pas, l'idée que l'artefact est non seulement libérateur, non seulement créateur de liberté, mais qu'aussi, d'une certaine façon, il est une façon de lutter contre la mort. Pourquoi? Eh bien parce que chacun d'entre nous, dans cette réunion, nous sommes mortels à une date incertaine, je l'espère pour vous plus lointaine que pour moi, nous serons tous morts un jour. Par contre, la table sur laquelle se trouve votre ordinateur, l'ordinateur lui-même, les objets qui vous entourent, l'immeuble dans lequel vous vous trouvez, pourra vraisemblablement durer plus longtemps que vous ou que nous. Ce qui veut dire que, inconsciemment, nous sommes entourés d'artefacts immortels. Et que notre ambition est d'être de plus en plus bourrés d'artefacts pour devenir immortels. Et donc, la grande tendance naturelle de l'espèce humaine, c'est l'artificialisation de la vie pour le meilleur
mais aussi pour le pire, parce que l'artificialisation de la vie, c'est l'artificialisation des sols, c'est l'artificialisation de la nature, c'est la réduction de la biodiversité, c'est les dérèglements de toute nature qu'on connaît, et c'est un moment où l'artefact et la nature ne sont plus dans une synergie, comme a été longtemps le cas, mais où l'un menace l'autre. Et aujourd'hui, on peut dire que l'artefact, c'est-à-dire les outils de la productivité humaine, menace la nature. Et peut-être peut-on dire aussi que cela n'est pas sans relation avec les évolutions climatiques, cela n'est pas sans relation avec les évolutions pandémiques, qui sont des moments où la nature est débusquée par l'artificialisation des sols, qui a fait sortir des animaux de leur habitat naturel, qui a fait produire des animaux comme des artefacts, et qui a fait produire tellement de choses que les grands équilibres naturels sont mis en cause. Nous sommes à ce moment très important, et si on ne va pas aux sources profondes, qui est la grande histoire humaine, c'est l'histoire de l'artificialisation du vivant. Donc, si vous retenez une seule chose de cet après-midi avec moi, ou ce moment avec moi, c'est ça. La grande histoire humaine, c'est l'histoire de l'artificialisation du vivant, pour le meilleur et pour le pire. Et à un moment, on voit bien ce qui vient devant. Il vient devant des choses que je ne juge pas, je les nomme. La PMA, la GPA, le clonage, pour ce qui est de l'artificialisation du vivant humain. Il vient devant l'artificialisation de la production de la pisciculture, des animaux qu'on mange, l'artificialisation des plantes, la production industrielle des insectes qu'on va peut-être manger, la production chimique ou quasi chimique de tous les éléments de la nourriture. Or, nous sommes notre nourriture. On voit devant nous cette artificialisation qui continue. On voit aussi d'autres formes d'artificialisation par le développement des prothèses, incroyables prothèses qui viennent de toute nature, qui sont les prothèses des bras, des jambes, les prothèses du cœur, les robots qui viennent de plus en plus, l'intelligence artificielle, qui est le début du prolégomène, des préludes embryonnaires de ce qui sera peut-être un jour l'artefact du cerveau. Et peut-être même, si on va plus loin, l'artefact de la conscience de soi. Imaginez un robot, un clone, dans lequel on aura su artificialiser la conscience. Et même organiser de la transmission de pensée entre deux consciences artificielles, puis entre une conscience artificielle et une conscience naturelle. Bingo! On pourra transférer la conscience de soi d'un être vivant dans un être artificiel. Je dis bingo parce que là, vraiment, on aura atteint l'immortalité, puisque votre conscience de soi, la conscience que vous avez de vous-même, personne ne sait ce que c'est, mais ça existe, hein, vous avez conscience d'être vous, et pas un autre. Si cette conscience est transférée à un avatar, cet avatar sera immortel, ou en tout cas aura la durée de vie d'une machine à laver ou de ce qu'on décidera qu'il aura, et il aura conscience d'être vous. Vous aurez conscience d'être lui. Vous ne saurez pas si vous êtes lui ou l'autre. Et naturellement, il y a là-dessus énormément de littérature de science-fiction, mais qui sont en train progressivement, peu à peu, d'être regagnés par la réalité. Est-ce que, en disant ça, est-ce que je suis très loin de la pandémie, des réseaux sociaux, des GAFA? Non. Si on sort de cette longue histoire, de cette méta-histoire, et si on zoome sur ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, on voit que nous vivons un de ces dérèglements, artefacts avec la pandémie. On voit qu'on a consacré beaucoup d'efforts jusqu'à présent à artificialiser, mais peu d'efforts à assurer la vie elle-même, très peu d'efforts insuffisamment sur la santé, sur la recherche médicale, insuffisamment d'efforts sur l'hygiène à l'échelle mondiale, sur l'éducation, sur la culture, sur l'énergie propre,
sur la gestion des déchets, sur tout ce qui forme ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire les secteurs qui rendent possible non seulement la vie d'aujourd'hui, mais la vie de demain, dont on ne s'occupe pas assez, tout simplement parce qu'on est occupé à artificialiser. J'oublie qu'anecdotiquement, accessoirement, plus on artificialise, plus on crée des profits, par définition, puisque plus on artificialise, plus on produit industriellement. Et les profits viennent de l'industrie. Les services ne produisent pas de profits. Les profits viennent de l'industrie et des services quand les services sont associés à une activité industrielle. Sinon, on a une question de Gabriella, je vais la reprendre parce qu'elle renvoie aussi à cette idée que derrière cette artificialisation du monde et de notre rapport aux autres, il y a aussi une bascule qui, quand on vous écoute, pour commencer, on se dit finalement, il y a quand même beaucoup d'avantages à cette artificialisation, vous l'avez rappelé, mais il y a aussi beaucoup à craindre. Et du coup, Gabriella se dit, bon, très bien, on entend bien ce que vous dites, mais reproduire de façon artificielle, est-ce que c'est quelque chose qui est à craindre, à redouter? Est-ce que c'est quelque chose qui peut causer la perte de l'humanité en tant que telle? Et puis, c'est vrai qu'à certains égards, sur cette bascule-là, dans ce monde qui devient artificiel, on se dit, quel sera le vrai du faux? Et est-ce qu'on saura encore distinguer le vrai du faux? bien sûr, il y a tout ça, c'est beaucoup de questions et j'ai du mal à les traiter d'un seul tenant. Mais l'équilibre entre l'artificiel, l'artefact et le vivant est un équilibre permanent qu'il faut savoir garder. La vie est un compromis entre deux formes de mort. J'aimais beaucoup un travail d'un de mes grands amis, un grand biologiste qui s'appelle Henri Atlan, qui a écrit un livre qui s'appelle Du cristal, entre le cristal et la fumée, où il expliquait que le cristal, c'est-à-dire l'ordre absolument parfait, c'est la mort. Et que la fumée, qui est le désordre absolu, c'est aussi la mort. Et que la vie, c'est un compromis fragile entre le cristal et la fumée. C'est ni le cristal, l'ordre absolu, la dictature, si on prend un exemple purement politique, ni la fumée, l'anarchie, le désordre total. Et la vie est un bricolage qui assure l'équilibre, la démocratie, les institutions démocratiques, les institutions qui fonctionnent sont cela. Et d'un point de vue plus biologique, la vie, c'est un équilibre entre ces deux formes de mort. On meurt par l'un ou on meurt par l'autre. Eh bien, il faut tout le temps veiller à cela. Il faut tout le temps veiller à est-ce qu'on maintient cet équilibre? Est-ce qu'on maintient cet équilibre à l'instant T? Est-ce qu'on prévoit ce qui risque de le remettre en cause dans l'avenir? Est-ce qu'on sait quels sont les dangers qui nous menacent? Est-ce qu'on s'y prépare? Il y a très longtemps qu'on sait que des pandémies allaient arriver par l'artificialisation des sols, par la destruction de l'habitat naturel des animaux. Très longtemps qu'on le sait. Ça a été écrit. Je suis parmi ceux très nombreux. On m'a reproché de l'avoir écrit comme si je l'avais prévu et même organisé, ce qui est vraiment ridicule, évidemment. Pardon, je dois absolument répondre. Excusez-moi, je dois impérativement répondre, mais ce n'est pas pour longtemps. Excusez-moi. Alors, juste un point pour continuer, parce que dans cet ouvrage qui s'appelle L'économie de la vie, Jacques Attali décrit cette artificialisation du monde, c'est-à-dire la façon dont on va se transformer nous-mêmes, dont on va s'équiper de prothèses, dont on va travailler sur nous, sur ce que nous sommes, dont on va s'augmenter. Si vous avez vu Anon, est-ce que certains d'entre vous ont vu ce film qui est paru sur Netflix? Non? Lequel, pardon? Quel film? Anon. Ah non. Non? Et dans Anon, le héros, l'héroïne plus exactement, se fait disparaître aux yeux des autres. Et donc, elle transforme la réalité en faisant apparaître des choses dans des lentilles de contact que tout le monde a. Ah oui. Voilà. Et le monde est complètement artificialisé. Et sur le fond, et je vais recéder la parole à Jacques Attali, qui je vois est avec nous à nouveau, moi je trouve que dans ce que vous décrivez, monsieur, il y a aussi toute la place aujourd'hui qui est celle de la notion de plaisir aujourd'hui dans le monde que nous vivons. On se dit, est-ce qu'il reste encore de la place pour la notion de plaisir, pour la notion de distraction en tant que telle? On a le sentiment, quand on vous dit
qu'il va falloir jeûner, qu'il va falloir changer nos habitudes, que tout cela va nous coûter beaucoup. Et on se dit, est-ce que dans ce monde-là, on prendra encore du plaisir à quelque chose? Mais évidemment, bien sûr que si, mais ça faut savoir quel plaisir. D'abord, on peut toujours avoir. C'est pas parce qu'on mange sainement qu'on se punit en mangeant mal. Vous avez de la nourriture très saine, excellente. Vous pouvez manger que des légumes et très peu de viande, le moins possible de sucre et de sel, et avoir beaucoup de plaisir à ce que vous mangez, et pas très cher. Donc, c'est simplement sortir d'habitudes anciennes, traditionnelles, qui fait qu'on mangeait mal. Deuxièmement, vous pouvez avoir aussi d'autres formes de plaisir, évidemment, qui sont d'abord les plaisirs amoureux, les plaisirs amicaux, les plaisirs artistiques, et soit de ce qu'on observe, soit de ce qu'on crée soi-même, les plaisirs des relations avec les autres, le plaisir de faire plaisir, qui est pour moi le plus grand de tous les plaisirs. Hein, c'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé. J'ai intérêt à être altruiste parce que ça me fait plaisir d'être altruiste. Et ensuite, on comprend que l'altruisme, même désintéressé, est un grand plaisir. Il y a beaucoup, beaucoup de plaisirs qui sont des vrais plaisirs qui sont là. Et qui ne sont pas simplement dans l'accumulation de la dernière montre à la mode, etc. etc. Et d'ailleurs, vous le dites bien aussi, tout ce qui va participer à la culture, à l'enrichissement personnel, à cette solitude aussi qui permet de prendre le temps de se cultiver, de s'informer, d'avoir du recul et de la perspective. Je crois que c'est un de vos termes aussi. Prendre de la perspective et du recul, ça donne aussi une dimension d'éducation très forte et c'est très important lorsque on est dans ces premières années d'enseignement et que À votre niveau de vie, vous avez prenez ce qui se passe en ce moment comme un extraordinaire signe annonciateur et je dirais un premier avertissement, presque sans frais, même si beaucoup de tragédies sont possibles. Vous avez peut-être eu des morts et des tragédies autour de vous, donc je le retire sans frais parce que il y a eu trop de morts pour qu'on puisse dire ça. Mais prenez ça comme un avertissement pour que vous créiez les conditions pour que dans le monde dans lequel vous allez vivre dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, de telles choses ne se reproduisent pas. Il était possible de prévoir cette pandémie. Il était possible de s'y préparer mieux que cela. Il est possible de se préparer aux suivantes. Il est possible de se préparer aux autres catastrophes qui viennent maintenant. Donc on sait, les catastrophes climatiques, elles sont évidentes, elles sont là. Des catastrophes technologiques, il peut y avoir des effondrements technologiques sur Internet, on le sait, elles sont là. Il faut s'y préparer et tout faire pour les éviter. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, parce qu'on peut très bien se tromper, on peut très bien mal prévoir et mal préparer la réponse. Mais si on reprend l'exemple, par exemple, que j'ai pris dans l'économie de la vie de la Corée du Sud, ils avaient souffert d'une pandémie très grave antérieurement. Ils s'étaient très mal débrouillés. Et après ça, ils ont réagi et ils se sont préparés beaucoup mieux à l'actuel. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de morts. Je crois qu'ils ne sont même pas à 1000 morts aujourd'hui que la France, avec plus de 50 millions d'habitants. Parce qu'ils s'étaient préparés et qu'ils ont fait ce qu'il faut, beaucoup mieux que les Chinois, etc. etc. C'est un exemple. Sur le climat, de même, on peut faire beaucoup de choses qu'on n'a pas fait, qui restent à faire. Et ça reste à faire, voilà, ça reste à faire d'une façon aussi puissante et systématique on devrait le faire, mais qu'on ne fait pas, qu'on a commencé à annoncer sur la réduction du CO2 en 2050, c'est beaucoup trop tard, 2050, sur la fin des énergies fossiles, c'est trop tard, les déchets, c'est trop tard, ce qu'on envoie dans la mer comme plastique, c'est trop tard, tout ça, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'on peut encore, mais il faut le faire. Et on sait aussi que ce sont des secteurs importants pour la croissance. Non, c'est des secteurs importants pour la croissance actuelle, mais ça ne veut pas dire, si on bascule l'économie vers l'économie de la vie, qui représente aujourd'hui que 50% du PIB, on aura une croissance aussi. Dans d'autres secteurs, on aura moins de croissance dans le textile, mais plus de croissance dans
la santé, l'éducation, les énergies nouvelles, le digital, la distribution, la culture, les moyens de la défense et de la sécurité, les moyens de la démocratie, tout ça, c'est des secteurs de croissance. Mais ce ne sont pas ceux qu'on privilégie pour l'instant. Non, c'est vrai. Alors, on a une question de Valentin. Je lis la question de Valentin. Lors d'une conférence, Jack Ma disait que l'homme sera toujours plus intelligent que les ordinateurs et Elon Musk avait ou a une position contraire. Quel est votre point de vue, Jacques Attali, sur cette opposition entre intelligence artificielle versus intelligence naturelle? Est-ce qu'on doit les opposer? Est-ce qu'il y a un combat qui est inéluctable? Bon, ça c'est un autre combat. C'est le combat entre le marché et l'État. Le marché a créé des grandes entreprises, des grandes entreprises, très bien, qui elles-mêmes ne savaient pas qu'elles allaient devenir des entreprises de grande puissance. C'est pratiquement des services publics, puisque les GAFA, comme les BATX, c'est-à-dire les GAFA chinois, sont des services publics, et les États ne peuvent pas laisser faire ça. Alors les Chinois sont un peu plus expéditifs que les Américains, ont commencé à mettre de l'ordre, mais les Américains devront en faire autant. Et c'est vrai aussi pour autre chose que les grandes entreprises de cette nature. Il y a beaucoup d'autres secteurs où ça va être vrai. Je pense en particulier au secteur de la finance, où on voit apparaître, comme il y a des fake news, il y a une fake finance qui va apparaître avec les fausses nouvelles qui existent depuis toujours sur le monde de la finance, mais qui vont, grâce aux nouvelles technologies, prendre des proportions considérables. On l'a vu la semaine dernière avec ce qui s'est passé sur GameStop et le jeu la tentative des petits porteurs de contrer les grands fonds de hedge fund par des jeux de short habiles et qui ont été relativement efficaces. Donc, on voit là qu'il y a des besoins de réglementation. Et évidemment, si les marchés financiers tombent dans ce même désordre, personne n'y gagnera. Donc, on a intérêt à le régler au mieux. Je vous demande une demi-seconde encore, permettez-moi. Je m'absente moins de 30 secondes. Alors, normalement, on déroulerait une publicité à ce moment-là. Ah, totalement. C'est passionnant, hein? Oui. Vous pouvez faire vos publicités si vous souhaitez. Je reconnais Slimane. Et il est artificiel. Bonsoir Slimane. Donc, pour continuer, effectivement, l'un des points de Jacques Attali, dans le deuxième ouvrage qui est Histoire des médias, c'est une recommandation qui peut sembler étonnante, mais c'est le démantèlement des GAFA et des BATX. En clair, découper ces très grosses entreprises qui représentent pour certaines, par leur capitalisation, des niveaux d'activité qui sont équivalents à ce que l'on peut avoir pour des États, pour des pays. C'est le cas naturellement de Facebook ou de Google. Et donc forcément se pose la question de la façon dont on va les maîtriser. Et je disais, Jacques Attali... Je vous entendais pendant tout ce temps. D'accord. Je disais que dans Histoire des médias, vous préconisiez le démantèlement des GAFA et des BATX. Et que vous c'est une des dimensions, il ne faut pas trop s'accrocher là-dessus, c'est un point important. Je crois qu'il faut les réglementer, il faut les contrôler, il faut éviter qu'elles fassent comme elles font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles rachètent toutes les firmes et que donc elles tuent l'innovation extérieure et que donc elles deviennent un étouffoir de l'innovation. Il n'y a rien de pire. Il faut que l'innovation surgisse à l'extérieur des grands groupes. C'est que dans les grands groupes, c'est très mortel pour les changements. Il faut qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée pour l'innovation. Mais si les grandes entreprises ont tellement d'argent qu'elles guettent toutes les innovations, elles les rachètent, elles les tuent ou elles les utilisent à leur profit, c'est un désastre pour l'humanité. Mais au-delà de cela, il faut voir ce qui vient après. Les GAFA les réseaux sociaux n'étaient pas là il y a 20 ans, en tout cas à peine débutants, mais quid dans 20 ans? C'est important de se poser cette question. Il ne faut pas simplement savoir s'il faut démanteler les GAFA en 2021 ou en 2022. Ça, c'est vraiment avoir le nez sur le guidon. Qu'est-ce qui vient après les GAFA? Ça, c'est la question que je me suis posée en regardant la continuité de l'histoire des médias depuis 20 ans, depuis 5000 ans. La continuité de l'histoire des médias et la façon dont on informe. On voit très bien ce qui vient après.
qui renvoie d'ailleurs à ce que je disais au début sur la grande structure de l'espèce humaine. Puis après, je réponds à vos questions, je vous quitte à 18h15. Qu'est-ce qui vient après? Il vient la 3D, qui existe déjà dans les jeux vidéo. La 3D, c'est quoi la 3D? C'est les jeux vidéo, on donne un bon exemple, mais on a déjà une 3D qui existe sous forme d'hologramme. Je pourrais faire ma conférence en étant avec vous en hologramme. Je pourrais même bientôt vous avoir tous chez moi en hologramme. Vous seriez assis autour de moi. Je pourrais être chez chacun d'entre vous, séparément, sous forme d'hologramme. Mais un jour, ce sera tel que vous ne saurez pas si c'est moi, si ce n'est pas un hologramme qui se fait passer pour moi. De même, vous pourrez, en regardant les informations, avoir accès à tous les événements en 3D. Vous rentrerez dans l'événement, vous rentrerez dans les manifestations à Moscou, dans un hôpital à Paris, pour voir ce qui s'y passe, mais vous ne saurez pas si c'est un vrai, puisque c'est un artefact. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et on va avoir une difficulté de plus en plus grande à distinguer le vrai du faux à cause de ces artefacts. Ce n'est pas de la science-fiction, il y a déjà des journalistes artefacts dans certaines télévisions. Il y a déjà des journalistes artefacts écrits, très nombreux. Et vous voyez, on voit bien que ces artefacts s'inscrivent dans la longue histoire dont je parle, puisque ces artefacts sont déjà aussi une certaine forme d'immortalité, ce que j'avais appelé dans un de mes romans un clone-image, c'est-à-dire un clonage virtuel. On a un clone virtuel de soi, et les clones virtuels sont des images de soi ou des êtres indépendants qui vivent une vraie vie, parallèle à celle des hommes. Ce qu'on a vu dans beaucoup de romans de science-fiction, mais qui n'est pas loin d'être au bord d'être faisable. Voilà, on se donne encore 10 minutes pour répondre à vos questions. Alors, je vais prendre quelques-unes, celle de Benjamin Carré tout d'abord. Vous avez parlé du pouvoir, je la lis, vous avez parlé du pouvoir de l'homme sur la mort, le clonage, l'immortalité, l'euthanasie, bref, un côté presque transhumaniste. Pensez-vous que l'homme doit y tendre? Et que pensez-vous des risques qu'il pourrait y avoir si une société privée commercialisait ses services? Pardon, je n'ai pas entendu votre question. Je la répète. Que pensez-vous d'une situation où finalement les services de clonage, d'immortalisation, d'artificialisation de notre corps pourraient être commercialisés par des sociétés privées? C'est dans la logique des choses. Je raconte ça dans mes livres depuis 40 ans. C'était prévisible depuis très très longtemps qu'on va vers ça. Naturellement, si on fait un artefact de tout, l'être humain peut devenir un artefact. Et s'il devient un artefact, c'est un objet marchand. Donc chacun d'entre nous peut devenir un objet marchand, soit une copie de soi, soit un autre être. Alors, on peut imaginer tous les fantasmes, tous les chimères, tous les êtres multiples. Plutôt que j'imaginer, c'est pas pour demain matin. Le clonage, on a cru que ça viendrait vite et on a déchanté. Mais peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Mais en tout cas, c'est quelque chose on a qu'à la penser. L'être artificiel, c'est quelque chose dont on pense depuis très longtemps. Philippe Cadic a écrit des grands romans de science-fiction là-dessus, surtout des nouvelles, depuis très longtemps. On a cru, c'est comme la voiture volante. On a cru que la voiture volante, ça viendrait très vite, puis c'est toujours pas venu. Donc le clone, on a cru que ça viendrait très vite, puis c'est toujours pas là. Donc c'est très très long. Mais je crois beaucoup plus au clone virtuel, c'est-à-dire à l'hologramme, assez vite. Je crois beaucoup à un domaine dont on a peu parlé, mais qui, à mon avis, est plein d'avenir, à la fois très positif et très inquiétant, qui est le biomimétisme, c'est-à-dire l'imitation de la nature. Savoir comment on travaille la nature pour faire en sorte on se serve d'elle pour faire mieux. Vous connaissez tous Waze, je suppose. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent que Waze a été pensé par l'imitation des protocoles de comportement des fourmis pour chercher le trajet idéal. C'est un exemple de biomimétisme. Il y a des dizaines d'exemples, milliers d'exemples de biomimétisme. Évidemment, toute l'aéronautique est fondée sur le biomimétisme. Mais beaucoup de choses, non seulement dans l'industrie de l'aéronautique, dans l'industrie militaire, à cause des techniques de dissimulation des animaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont fondées sur le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est à la fois s'émerveiller de la nature et tâcher de l'imiter,
mais c'est aussi artificialiser la nature, puisqu'on va imiter, donc artificialiser ce à quoi on a assisté. Donc voilà les grandes tendances qui sont devant nous. Est-ce que ça va conduire au clone? Bon, non, aujourd'hui on en est loin, hein, on n'a pas besoin de clone, il y a tellement de misère dans le monde et de gens très esclavagisés. Il y a beaucoup d'esclaves sur la planète, hein, des esclaves officiels ou des esclaves officieux qui remplissent la fonction de ce qu'on pourrait fantasmer être des clones. Hein. Donc, ce n'est pas demain, mais ça reste en tout cas un point de mire de l'espèce humaine, oui. Et d'ailleurs, vous évoquez aussi quelque chose qui pour moi renvoie à ce que vous êtes en train de décrire là, qui est aussi le côté très addictif des plateformes que nous utilisons, des réseaux que nous mobilisons et qui nécessitent aussi de savoir prendre du recul, de prendre le temps, de se former, de s'éduquer. Monsieur le directeur, je voudrais bien répondre aux questions des étudiants. Est-ce que je peux entendre une question d'un étudiant? Si je prends celle donc, de Jean-Paul Pénichon, dans une conférence donc, que vous avez donnée en 2014, vous disiez que les grandes entreprises allaient remplacer le rôle des États. Est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité? Oui, j'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir, qui est paru en 2006-2007, où j'avais expliqué qu'on allait géopolitiquement dans 5 étapes successives. Première étape, déclin de l'Empire américain. Deuxième étape, tentative de prise de pouvoir par la Chine, échouant. Troisième étape, prise de pouvoir par les grandes entreprises, où les marchés dominent les États. Quatrième étape, parce que ça ne marchera pas non plus, un grand chaos qui conduit sans doute à un grand conflit international et à des grands désordres écologiques et épidémiologiques. Et cinquièmement, à la place de ces désordres, ou après ces désordres, un nouvel ordre mondial, qui soit un état de droit mondial. Je ne parle pas de gouvernement mondial, c'est totalement illusoire, mais en tout cas une coordination internationale dont on voit chaque jour davantage la nécessité. On est déjà, les 3 premières phases sont en marche. La 4e menace, est-ce qu'on va l'éviter? J'en sais rien. Je remonte les questions. Question de Martin Janvier. Que pensez-vous de Starlink? Qu'est-ce que j'aurais à penser de Starlink? Pourquoi me parlez-vous de Starlink? Martin? Oui. Pourquoi me parlez-vous de Starlink? Parce que c'est un développement qui est extrêmement rapide par rapport à nos réseaux actuels qu'on utilise et qu'une personne sur Terre veut contrôler absolument, veut avoir son propre réseau à lui tout seul qui lui appartient. Donc, il y a des milliers de tentatives de ce genre. Starlink n'est pas exceptionnel, mais il y a des milliers de tentatives de ce genre, disons des dizaines. Et c'est vrai qu'il y a des tentatives de réseaux alternatifs qui sont avec des visions mégalomaniaques gigantesques dont celle-là. On a le temps d'encore 1 ou 2 questions. Évidemment, Starlink fait partie d'un grand projet qui peut être un grand projet de contrôle mondial par une seule entreprise de l'ensemble des processus de communication, c'est sûr. Les États ne pourront pas laisser faire. Dernière question. Peut-être on va laisser Raphaël Saget prendre la parole. Raphaël, est-ce que vous voulez poser votre question? Ah, et Slimane, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Attali. J'ai 2 petites questions. La première, elle est très, très rapide. Et la deuxième, elle laissera peut-être plus de réflexion. La première, est-ce que vous saviez ou vous pensiez quand vous avez… je ne sais pas si vous m'entendez, si vous m'écoutez. Très bien, très bien, très bien. Super. Quand vous avez fait rencontrer Emmanuel Macron au président Hollande, est-ce que vous pensiez que Emmanuel Macron avait ses ambitions présidentielles? Et est-ce que vous sentiez qu'il avait cette carrure et cette possible carrière présidentielle? Question très simple, je pense, réponse très simple. Et deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas, puisqu'on a toujours eu le comportement et l'idée de mettre d'un côté les GAFA et de l'autre côté les pouvoirs publics et sociétaux, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fin de compte, la crise du Covid était la bonne alternative pour continuer à enrichir les GAFA et en même temps donner autant de puissance et plus de confiance
système politique actuel en leur permettant de gérer la crise et de nous donner les moyens de vivre à travers les vaccins. Comme vous avez dit que le pouvoir appartient à celui qui peut donner du sens à la mort, c'est ce que nos politiques essaient de faire. Oui, je me méfie toujours de ces discours complotistes, parce que ce que vous développez là est un discours explicitement complotiste. Alors, pardonnez-moi, je vous réponds. Allez-y. C'est un discours explicitement complotiste qui veut chercher une cause cachée à tous les événements. Non, la pandémie est venue de nulle part. L'humanité développe des technologies pour y répondre, c'est très bien comme ça, mais ce n'est pas parce que l'humanité développe des technologies pour y répondre que les technologies et leurs entreprises sont la cause de l'événement initial. Ça n'a pas de sens. Ça s'appelle du complotisme. Je comprends qu'on cherche une cause aux choses, mais là, elle est fausse. Il n'y a pas de complot des GAFA, quelles que soient les rapproches qu'on puisse leur faire, qui auraient déclenché la pandémie dans leur intérêt. Ça n'a pas de sens. Ce qui m'amène à ne pas avoir envie de répondre à votre première question. Je vous remercie. Merci. Raphaël Sager. Sinon, je lirai votre question si vous voulez. Vous êtes avec nous? Peut-être juste un mot, bien qu'on en ait parlé, de votre avis, votre opinion sur GameStop et les hedge funds. Je crois que c'est le danger qui vient, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé avant la semaine dernière est assez historique. Des grands médias, des grands fonds d'investissement qui shortaient des actions, c'est-à-dire qui pensaient que des actions allaient baisser et qui donc les vendaient à terme en disant je vais vendre à terme, donc je les achèterai dans un mois, mais je les vends au prix d'aujourd'hui pour gagner parce que leur prix va baisser, se sont trouvés contredits par une alliance d'un grand nombre de petits porteurs qui ont acheté à mort ces actions qui ne valaient rien pour créer les conditions pour que, au lieu que le cours baisse, le cours monte, et que les fonds qui avaient joué à la baisse et qui donc s'apprêtaient à acheter très bas ce qu'ils avaient vendu très haut pour pouvoir le donner à celui à qui ils l'ont vendu, mais en l'achetant au dernier moment, se sont rendu compte qu'au moment où ils devaient l'acheter pour le vendre, la valeur était redevenue extrêmement élevée et que donc ils ont perdu. Donc ça a été une sorte de punition par les plus petits de ceux qui avaient été commis par les spéculateurs qui ont été punis. Je vais quand même répondre à monsieur Chirara sur sa question. Et puis, comme je lui ai un peu coupé la parole trop sèchement, je m'en excuse, je vais lui laisser répondre. J'ai présenté Emmanuel Macron à François Hollande avant que François Hollande ne soit président, alors que François Hollande n'était que candidat et Emmanuel Macron avait été mon collaborateur dans la commission que j'avais présidée avant. Donc après, ils ont fait leurs affaires. Est-ce que je pensais qu'il serait président? Non, à ce moment-là, pas du tout. Mais j'ai simplement eu, comme beaucoup d'autres gens, ressenti qu'il y avait là quelqu'un d'intellectuellement et culturellement très particulier, très exceptionnel. Voilà. Alors, comme je vous ai traité de complotiste, peut-être un peu rapidement, je vous laisse me répondre. Merci d'avoir finalement répondu à cette question. Alors, j'ai peut-être mal m'exprimer, mais je ne voulais en aucun cas dire que le Covid était plébiscité ou est-ce que ça a été créé par les GAFA, etc. Pas du tout, c'était pas du tout mes propos, puisque je suis déjà un macroniste et je soutiens ce que le gouvernement fait actuellement, mais c'était pour essayer d'avoir une autre vision du Covid ou enfin des conséquences qu'elle pouvait avoir, puisque sinon on partage tous les mêmes ressentis avec les médias et on entend tout le temps les mêmes choses. Donc c'était pour apporter un peu plus de débat dans ce discours et essayer d'avoir… Je suis désolé si ce que je vous ai dit vous a paru banal et n'apportez rien d'autre de nouveau. Merci. Si, justement, au contraire, merci à vous. Merci. Merci à tous. Bon courage, travaillez bien. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est super gentil. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à Merci, tous. monsieur. Au revoir. Au revoir.